bien vous amuser. Bonjour Hambourg. Qui je suis pour pouvoir parler? On l'a dit, je travaille avec le parti de gauche depuis quelques années et j'ai besoin d'aide. Et je travaille donc dans l'éducation. Und habe auch schon vor 3 Jahren auf dem Remote-Kongress über das Thema KI-Schule gesprochen. Da war das alles aber so ein bisschen eher diffus. So, und da war das eher so ein Thema, ja, in Amerika und in China, die machen damit vielleicht was, aber in Deutschland ja noch nicht so richtig. Und das hat sich dieses Jahr schlagartig geändert mit ChatGPT. Jetzt ist das Thema KI in der Schule überall präsent und ich sehe hier an der Befülung des Raumes, dass es doch irgendwie ein größeres Thema geworden ist. C'est un grand thème. Donc l'intelligence artificielle, je ne vais pas dire comment on utilise ChatGPT dans une classe. Je vais essayer de donner des impulsions. Comment est-ce qu'on peut, ce à quoi il va faire attention, et dans les prochains mois et les prochaines années, on va avoir besoin. Ok. Et donc il faut déjà. Il ne faut pas forcément faire les choses telles qu'elles sont maintenant, mais il faut en parler avant de tout faire. Donc je vais indiquer quelque chose. Dans la prochaine demi-heure, je vais vous donner une petite idée. Donc c'est quoi le status quo? Quels sont les défis? Quelles sont les choses bien? Je vais proposer des aides et naturellement, je vais vous donner des informations sur la loi sur les KI. Et donc l'intelligence artificielle, et on sait que c'est un petit optimiste, et donc il y a certaines parties qu'il faut faut les prendre avec des pincettes. Donc c'est quoi le status quo? Donc il y a l'automatisation et l'intelligence artificielle, c'est plus ou moins automatisé. Généralement, on n'est pas... Personne ne sait, enfin on ne sait pas forcément que c'est utilisé. Ce n'est pas que les écoles ne veulent pas le savoir. Ça a aussi beaucoup à voir avec l'intransparence des fournisseurs. Parce que partout, dans certaines branches, tout le monde veut de l'intelligence partout, mais dans l'école, c'est l'automatisation et c'est pas forcément ce qu'on aime, et donc donc ils essayent ils font des systèmes d'intelligence, un tuteur intelligent ou donc c'est encore un petit peu c'est un peu caché en fait l'automatisation. Et sinon on a on a des problèmes de compétences. Donc, les gens commencent à pouvoir comprendre ce que c'est qu'un algorithme ou ce que c'est qu'une intelligence artificielle, mais il y a encore des gros problèmes de connaissances, et naturellement dans les écoles. Et les compétences qui sont là, c'est plus l'utilisation. Comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT, mais en fait, savoir ce que c'est qu'un système d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on le construit, quelle est la différence vis-à-vis d'un logiciel standard, ça n'est pas encore au niveau où ça devrait être. Donc, ces trous de connaissances, on a aussi les narratifs des chances dans la politique et dans l'industrie, et donc on en parle toujours, oui, il y a de l'intelligence artificielle, oui, il y a des problèmes, il y a des risques sur la discrimination, mais les chances sont quand même plus importantes. On voit ça aussi un peu partout, et nous avons les risques, mais les chances sont beaucoup mieux, et c'est pour ça qu'il faut avoir plus de chances pour l'innovation, pour ne pas être dans le chemin de l'innovation. Et c'est un narratif, ça arrive depuis AdTech, depuis donc c'est d'éducation, c'est pas la publicité, c'est l'éducation, EdTech, et il y a ça sinon dans la politique. Donc au niveau de l'Europe ou alors le BNBF. Donc il y a plusieurs choses là-dedans, avec toujours ce narratif de libérer un petit peu les profs, de les aider, et c'est du solutionnisme, on connaît, ça a toujours très bien fonctionné. Ironie.
Donc, ce qui n'aide pas dans ce débat, c'est qu'il n'y a pas encore de définition jusqu'à présent. Ce qui est un système d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est un système c'est pas encore clair, il n'y a pas encore de définition claire. Mais on espère qu'avec la loi sur les intelligences artificielles, on va savoir. Donc, on va le savoir. Alors, quel est le problème ici? Pourquoi il faut qu'on parle ici au CCC sur l'intelligence artificielle à l'école? Eh bien, effectivement, l'idée, c'est que les profs peuvent être soutenus. Ça peut contribuer à l'égalité d'éducation et que les formats d'éducation peuvent être plus individuels suivant la demande. Ça peut faciliter la créativité et faciliter l'inclusion grâce à la traduction des systèmes des différentes langues et un certain développement. Et donc, l'Allemagne, jusqu'à présent, on n'est pas si spécial en Allemagne et on est plutôt dans les mêmes systèmes assez vieux. Mais effectivement, si maintenant on pourrait introduire l'intelligence artificielle dans les classes, dans les salles de classe, on pourrait effectivement un peu avancer le développement d'éducation. Et donc, comment on peut le faire sans avoir des problèmes? Et donc, la challenge, c'est la technologie et la façon technique, comment on veut l'intégrer. Et jusqu'à présent, c'est une black box. On ne sait pas tout à fait comment ça fonctionne. C'est une question de la situation juridique. Est-ce que ça correspond à nos différentes réglementations de données privées? Et est-ce que c'est possible de vraiment prendre des logiciels automatisés au système scolaire? Et il y a toujours aussi des lois concernant l'éducation aux écoles. On va en parler plus tard. Et donc maintenant, on va plutôt parler des choses principales. Donc on va parler de la pédagogie, on va parler du lobbyisme de l'industrie. Et ouais. Dans la région pédagogique, on a l'opérationnalisation. Il faut rendre les gens responsables. Nous avons aussi le problème en général avec le problème avec l'entraînement, avec le feedback et les modèles. Donc on a des besoins de données. C'est jamais neutre, ces données. On dit que les profs ne sont pas neutres, mais et donc c'est pour ça qu'il faut mieux donner les données, laisser la décision à une machine, sauf que ça non plus, ça n'est pas neutre. Donc, dans plusieurs choses, on connaît ça des États-Unis américains avec des plateformes où on va avoir des informations à propos de la santé qui vont être classifiées comme de la pornographie, simplement pour un débat, ou alors un côté est beaucoup plus que l'autre, que lorsqu'on demande à ChatGPT de faire une argumentation pour ou contre, et c'est problématique pour les écoles, il sera complètement impossible de tout savoir quels sont les biais dans le système. Et dans la vraie vie, c'est si on mettait une deuxième personne dans un prof. Enfin, si on avait un prof, on mettait un deuxième prof, mais le deuxième prof, elle ne dit pas d'où elle vient, ce qu'elle a étudié et comment est-ce qu'elle décide de ces choses. Et on ne pourrait pas y penser dans la vraie vie, mais puisque c'est moderne et innovatif, une intelligence artificielle, c'est OK. Bon. Donc on a la corrélation et la causalité. Il y a des systèmes avec un cockpit et ce qui est toujours bizarre, c'est de la vision sur chaque écolier ou écolière. Et qu'on voit par exemple que dans les dernières semaines, les notes sont descendues, donc elle va être mise dans une catégorie, mais un prof va pouvoir comprendre, ah attends, il y a un problème à la maison, les parents se sont séparés ou il y a la puberté, et donc l'enfant a besoin d'une autre motivation, et
un humain peut le reconnaître, mais pas un système automatisé. Sinon, donner des réponses. On apprend aussi à donner les bonnes réponses sans avoir l'apprentissage. Par exemple, une mère qui a été avec son fils lui a donné un texte et elle a rajouté les keywords sans que enfin des mots-clés sans que le texte n'ait aucune que ça n'avait aucun sens et puisque les mots-clés étaient dedans, le système a dit oui, c'est bon. Il y a sinon la théorie que l'intelligence artificielle, c'est via l'individualisation, devrait rendre les choses plus équitables. C'est quelque chose qui est bien dans les cours. Certaines personnes, enfin certains enfants sont plus rapides ou moins rapides, et c'est tout à fait bien de leur donner des exercices ou d'utiliser un autre tempo, mais c'est hyper individualisé, que chaque enfant a son propre apprentissage. Donc, du coup, en fait, il n'y a plus d'apprentissage social, et ça peut être dangereux. Il n'y a pas de recherche qui prouve que c'est pédagogiquement que ça a un sens ou que ça a un influx sur l'égalité des chances. Donc, et du coup, est-ce que les écoles bien équipées vont avoir avec les bonnes intelligences, ou alors est-ce que ce sont les écoles mal équipées qui vont utiliser des intelligences artificielles? Personnellement, mon système préféré, la compétence des médias. Donc, dans le contexte des intelligences artificielles génératives, il faut savoir, il faut être compétent. Ma collègue a parlé de la violence et ça aussi, ça peut créer de la violence. Il y a des époques avec Unify, des filles qui se retrouvent dans une violence digitale et maintenant on a tous besoin de compétences dans les médias. C'est un peu faible. Et sinon, dans les compétences dans les médias, ce qui n'est pas suffisant, c'est parler sur les conditions de travail et climatiques qui vont dans l'entraînement. Et si on en reparle, que c'est fait, que les intelligences artificielles sont faites avec du travail pour les enfants ou l'utilisation de l'eau et pour le climat, généralement, ce n'est pas idéalement ce que veut faire une école ou un prof ou un élève. Et ça fait des années qu'on y travaille pour que la technologie et le logiciel doivent être accessibles et doivent être hackbar, mais avec les boîtes noires, et maintenant, on apprend à ces enfants d'être juste des utilisateurs. C'est un système fermé, on ne peut rien faire. Il faut qu'on s'arrange avec. Et la compétence des médias n'est plus quelque chose d'actif, mais ça devient quelque chose de passif et d'individuel. Et ça n'est pas ce que ça devrait être. Donc, la prochaine étape, c'est qu'avec tous les startups, avec l'industrie, avec plus de systèmes qui sont intégrés aux écoles, ça donne une certaine dépendance à l'industrie. On vient de le voir sur ChatGPT et donc ils viennent de changer leurs conditions d'utilisation et donc tout le monde était obligé de leur suivre. Et ça fait aussi une différence dans les frais. Et plus tard, ils ont aussi introduit les frais, le prix. Et donc, d'un moment à l'autre, il fallait payer. Et après, il fallait qu'ils prennent le choix, ce qui est disponible gratuitement, sans avoir plus de dépenses. Et donc, effectivement, ça donne des situations compliquées pour faire de la planification aux communes du côté éducation et comment ça va se développer. Il y a une question de sécurité digitale. Il y a des experts qui ont fait des recherches, qui ont regardé quelle est l'influence qu'on peut prendre.
Et ils ont documenté ça sur Watchdog. Ils ont regardé différents systèmes d'éducation, différents logiciels. Et comme un des programmes qui est aussi utilisé en Allemagne. Et donc là, effectivement, il faut avoir confiance dans les entreprises qui, effectivement, s'occupent aussi des sécurités. Et donc, ça dépend aussi de l'accès et que ça dépend effectivement aussi du développement de l'entreprise elle-même. Donc, effectivement, la question, c'est s'ils vendent les données à d'autres entreprises comme Google ou Microsoft. Et ce qui se passe avec les données, on n'a aucune idée. Et donc, c'est pour ça que c'est pas des entreprises altruistiques. Ils sont actifs dans l'éducation. Donc, ils gagnent de l'argent, qui travaillent avec les différentes données. Et ils ont un certain modèle business. Et pour eux, il leur faut l'accès aux données pour être fiables. Et donc, mercredi, on a parlé de la politique en ligne. Et lorsque tout le monde dit ils se tiennent à la DSGVO, il faut leur faire confiance. Ensuite, chacun qui a des enfants sait qu'on a un énorme problème avec le manque de profs et les systèmes informatiques ne vont pas remplacer les profs, mais il est possible qu'avec la solutionnisme, et puisqu'on a ce système, qu'il y en a peut-être, on va peut-être pas regarder pourquoi est-ce qu'on a ce problème ou comment est-ce qu'on peut le régler. Donc là, on a un exemple, on a différentes citations de l'économie et de la politique qui sont en train de préparer la société. Il faut les préparer à ce qu'ils puissent apprendre sans prof, alors que certains écoliers n'ont pas forcément cette motivation pour apprendre d'eux-mêmes. Et donc, ces gens-là, ils sont perdus. Ça a été bizarre. Ça, c'est le thème remplacement. Et sinon, même s'il y a un système qui fonctionne bien, la pédagogie qui peut être redonnée à des systèmes, est-ce que ça ne va pas non plus changer l'attractivité du travail? Puisqu'il y a beaucoup de profs, c'est exactement ça, c'est l'essence du travail. Mais si les profs deviennent juste des accompagnateurs, il est possible qu'on va avoir encore plus de manque de profs, parce que ce n'est pas le boulot que je voulais faire. Deskilling, perte de compétences, on connaît ça. Il y a des endroits où on travaille avec des machines, certaines compétences sont perdues. Et un autre thème, l'interaction entre l'homme et la machine. Oui, mais enfin bon, c'est la personne qui prend la dernière décision. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de recherche, mais le peu de recherche dit que c'est une illusion, que si on a un biais, et cette illusion que c'est l'homme qui regarde, c'est rien. Ça n'est pas vrai. C'est pas une bonne idée. Ça peut aider à la qualité, mais non. Et même si les profs contrôlent comment fonctionnent les systèmes d'intelligence artificielle, il faut encore du temps. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on a simplement déplacé l'occupation? Donc, il y a quelques aides, puisque c'est extrêmement réel via ChatGPT. Et il y a certains Bundesland qui ont donné des instructions, qui parlent sur le copyright. Quelles sont les limites, mais on les a pas. Enfin, il n'y a pas encore les risques. Il y a une commission d'enquête, mais pendant la pandémie, j'ai eu du temps. J'ai commencé à travailler aussi à des instructions, parce que pendant la commission d'enquête, le système de développement, je pensais que c'était une excellente idée pour expliquer comment fonctionne un système d'intelligence artificielle fonctionne et où arrive quel facteur de risque, pour montrer comment faire de façon bien. Et
Donc j'ai travaillé avec Siegfried Tatum de l'école de Hambourg qui a fondé l'initiative Dénoircir la boîte. Et nous avons travaillé là-dessus, sur ces instructions. Vous pouvez le trouver, c'est en copie, enfin c'est en CC. Vous pouvez le copier, vous en faire ce que vous voulez. Et ces instructions, c'est plus le thème intelligence artificielle en tout. Et c'est pas seulement l'utilisation de ChatGPT. Donc il est en différentes phases. Et on commence avec la question, pourquoi est-ce qu'on a une intelligence artificielle? Pourquoi est-ce qu'une école, il faut qu'une école demande, pourquoi est-ce qu'on utiliserait quel est le problème? Pourquoi utiliser une intelligence artificielle? Et donc, est-ce que c'est un système que seule une intelligence artificielle peut résoudre? Nous avons aussi des questions qui doivent être posées aux fournisseurs, qui parlent justement de ce système de développement. Il faut savoir avec quelles données ils travaillent jusqu'à qu'est-ce que ça donne, les questions d'évaluation. Il y a aussi la partie pratique où nous conseillons aux profs d'échanger entre eux. Faites-le, comment est-ce que les élèves s'en utilisent. Vous pouvez demander, c'est plus rigolo. Et sinon, il y a encore la partie sur le thème travail où les profs et de l'aide, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser, ils sont informés sur les thèmes de surveillance et comment est-ce qu'ils peuvent faire contre. Et sinon, il y a une partie information où nous référençons Troy Bulandvini sur les interactions homme-machine. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Il y a déjà des preuves et il y a déjà des exemples que nous n'avons pas besoin de refaire. Et donc maintenant, on arrive à la position très intéressante. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? Et il faut trouver différentes définitions et il y a plusieurs différents systèmes. Donc, on demande plus de transparence des services, des entreprises qui nous donnent plus d'informations comment ça fonctionne pour vraiment être sûr de maintenir la situation juridique qu'on a le droit de l'utiliser. Ce qu'on veut interdire, c'est que les systèmes comprennent nos émotions, qui font des catégorisations et qui travaillent avec les données importantes des individuels, comme l'identité biométrique, et qu'on ne veut pas qu'ils prennent de l'influence sur le comportement de personnes vulnérables. Et donc, les différents risques, c'est l'accès, et donc il y a beaucoup de débats il y a beaucoup de débats dans les parlements et les différents forums. Car il y a différentes valorisations, comment ils peuvent influencer l'éducation. Et il y a différents genres qui influencent l'éducation. Il y a des options de faire des recherches, comment c'est utilisé dans la recherche et comment on fait la recherche de l'éducation. Vu que le startup allemand aussi a déjà créé une intelligence artificielle et qu'il y a différentes études qui influencent le marché. Et donc, ce que je trouve pas rigolo, c'est quand on a c'est quand une recherche qui est soutenue par une intelligence artificielle trouve que les intelligences artificielles c'est très bien. Et donc ça, c'est une chose. Et sinon, il y a autre chose, que normalement la recherche doit être compréhensible et reproductible, ce qui n'est pas le cas avec une intelligence artificielle. Sinon,
D'autres exceptions, ce sont pour le software open source, donc c'est quelque chose que nous voulons, mais dans l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que tout fonctionne très bien. Par exemple, Leon, vous avez peut-être lu ça dans les nouvelles, c'est une base de données avec laquelle les versions de Stable Diffusion ont été utilisées, mais dans laquelle il y avait du matériel qui est pornographique, enfin pédopornographique, et c'est un logiciel, et donc il faut faire attention. Et finalement, pour l'utilisation privée, des fois, c'est sorti donc de ces instructions de la KI-Verordnung. Sinon, tous les systèmes qui ont beaucoup de risques doivent être explicitement vérifiés, comme le contrôle technique. On va pas voir ça. Il n'y a pas de contrôle. Ce sont les sociétés qui sont elles-mêmes responsables pour leur propre contrôle. S'il y a un problème, comment est-ce qu'on fait pour savoir comment on va gérer les dommages et comment est-ce que ça va être fait. Et donc, ça c'est aussi ça. Et sinon, il y a les intelligences artificielles avec plusieurs utilisations. C'est très important d'avoir un modèle de fondation qui est régulé uniquement sur l'utilisateur et non pas sur le développeur. Donc du coup, on aurait des startups et des écoles qui seraient. Maintenant, on a trouvé un petit peu la voie du milieu pour les modèles de fondation ou d'utilisation générale. C'est pas comme les systèmes très risqués. D'après ce que j'ai lu ou ce que j'ai discuté avec des collègues, c'est complètement bizarre, c'est complètement aléatoire, juste pour que les développeurs ne portent aucune responsabilité. Et ce qui est rigolo, à ce moment, ou pas amusant, il y a une règle, quand on a un système fondationnel ou un general purpose, et que ça change complètement, et qu'on change, ou alors quand qu'on utilise ça lorsqu'on fait ça, juridiquement, on est responsable de ça. Alors que lorsqu'on est à l'école, c'est à risque. Mais ça dépend aussi de ce qui est un système dans le texte. Donc c'est pas clair pour savoir à quel point, à partir de quel est-ce qu'on devient provider et comment est-ce qu'on le sait et quand est-ce qu'on se retrouve dans cette responsabilité juridique ou pas. Et sinon, bien sûr, il y a des trous avec des laboratoires, tests en conditions réelles. On essaie de faire un projet pilote. On a déjà fait ça. Et ils sont aussi complètement dégagés de la loi. Et sinon, il y a l'explication, qui est le devoir d'explication, et les profs doivent pouvoir expliquer comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions, comment est-ce que ça marche avec un système en boîte noire. On ne sait pas encore, mais ces systèmes, c'est toujours juste une partie, c'est pas complètement pour la prof, mais à partir de quel point on peut dire cette partie-là, c'est ce qui a été fait à la main, et cette partie-là, ça vient de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment c'est censé fonctionner dans la pratique. Et avec la responsabilité juridique, il y a la responsabilité juridique. Et donc, il y a aussi la responsabilité pour les produits. Il va y avoir une ordre. Et si les écoles sont en responsabilité, du coup, ça va changer les assurances, et ça aussi, il va falloir le prévoir. Donc, la question, il semblerait que je trouve ça complètement idiot, oui mais non. C'est la question complète. Est-ce que ça aide vraiment les profs, ou est-ce que ça change simplement leur charge de travail? Et sinon, qu'est-ce qui doit se passer pour vraiment utiliser cette chance?
Dans toutes nos conversations les dernières années, et surtout cette année-là, on a bien réalisé que dans nos débats, il faut vraiment séparer entre l'utilisation individuelle ou dans le système d'éducation et dans les moments où on parle de lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle à l'école, de plupart on parle de ChatGPT et donc les différents systèmes dans la recherche doivent être traités séparément. Il faut plus d'options d'être actif dans le développement et plus de transparence pour pouvoir y participer. Si ça veut dire qu'on travaille seulement avec des cahiers réglementés à l'école, bon, alors ça serait comme ça. Mais donc il nous faut des systèmes, comment on peut valoriser les KI et leur donner la permission d'être utilisés. Et donc ça donne plus d'options à faire de l'éducation. Donc on a déjà formulé un conseil il y a trois ans. Et donc depuis les derniers 3 ans, en fait, il n'y a aussi pas eu trop de changements. Il y a eu plus de potentiel sur niveau macro et il y a plus de hackers qui pourraient être intéressés ici à aussi travailler avec toutes ces données et comment on peut effectivement changer, optimiser les situations pour la partie d'éducation, comme en Belgique où ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour refaire les chemins à l'école. Et il y a aussi le niveau méso qui est moins problématique, où il y a des adultes, c'est les profs qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer leur matériel qu'ils utilisent à l'école. Donc c'est des adultes qui travaillent avec, et donc ils sont capables de plus facilement vraiment le tenir en main. Et donc notre considération, c'est vraiment de laisser l'accès plutôt vers un âge à partir de 13 ans. Et donc il y a aussi un livre que Nina a sorti qui nous donne une conclusion des différents systèmes digitaux d'éducation, et c'est disponible gratuitement en ligne. Et donc merci beaucoup pour écouter, et voici les questions. Voilà. Merci Nina Gala pour cette présentation. On a quelques questions. On va commencer numéro 2. Micro, test. Merci beaucoup pour cette information dans la présentation. J'ai la question sur les systèmes d'intelligence artificielle. Dans les différents distributeurs jusqu'à présent, il y a aussi une option disponible sur Hacking Space comme utilisation. Et pourquoi dans le domaine de l'éducation, on ne prend pas open source comme standard, vu que c'est le financement public, les impôts qui sont pris pour le financer, et vu que c'est l'argent public, ça devrait être du code public, et ça donnerait l'option de vraiment financer des experts nous-mêmes, de façon sur un niveau que même les élèves eux-mêmes pourraient y contribuer et faire le développement. Et pourquoi open source n'est pas le standard? Bah oui, ça considère tous les logiciels dans le domaine public. Effectivement, on vient de vous montrer cet exemple sur la caille elle-même. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de faute. Jusqu'à présent, il n'y a pas trop l'intérêt de travailler avec open source. Il y a des bureaux qui l'ont déjà essayé. Et à la base, ça ne concerne pas tous les systèmes jusqu'à présent.
Et sur l'intelligence artificielle, jusqu'à présent, il y a une certaine option de comprendre et de suivre les différentes conclusions. Mais jusqu'à présent, dans la politique, ce n'est pas si demandé. Et dans l'éducation, il n'y a pas assez de liberté du côté des écoles eux-mêmes de vraiment pouvoir dire non, on ne veut pas prendre les systèmes propriétaires. Et c'est pour ça que je comprends bien les profs qui sont très occupés et je ne peux pas leur demander de prendre la capacité de vraiment travailler contre les décisions en ce moment. Salut. Est-ce qu'il y a des idées, des concepts, comment on peut mettre des d'accords, les systèmes, comment demander sur les accords des participants au niveau éducatif. Donc, effectivement, alors la réponse, oui, c'est un peu compliqué s'il y a 3 élèves dans une grande classe dont les parents ne sont pas d'accord. Effectivement, ça affecte aussi tous les autres. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes informations, qui a la même conscience sur les différents domaines. Il y a la protection des données et il y a des gens qui sont aussi contre la technologie et tout ça. Donc, il n'y a pas uniquement des critiques du côté Manfred Spitzer. Il y a aussi des critiques qui ont une raison, qui sont quand même pensées, quoi. Donc, c'est difficile. Prochaine question. Je veux parler de la compétence des médias, des profs. Comment on veut faire des limitations, des attentes comme ça? Est-ce que ça ne fait pas plus compliqué de vraiment faire ce métier accessible? Et effectivement, c'est un des effets de ce qui nous manque en ce moment. On n'a pas assez de profs, il y a l'influence de la pédagogie, de la technique, et il n'y a pas trop d'options de vraiment combiner tout à la fois. Et effectivement, il y a par exemple Chaos fait de l'éducation. Et je vous en prie, contactez les écoles vous-même, participez aussi, on peut y travailler tous ensemble. Une question sur la transparence de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des demandes si les KI sont obligés de vraiment donner toutes les sources de leur information? Alors si sur Bing par exemple, je cherche quelque chose sur Bing AI, il me donne tout de suite les différents liens d'où ils ont pris les informations. Et est-ce qu'il considère à le faire obligatoire? Et il faut qu'on attende le brouillon final de cette loi, de ce texte. Il y a toujours des changements. Il faut savoir qu'est-ce que font. Et il y a aussi déjà certaines demandes de transparence des KI. Mais quels facteurs seront obligatoires plus tard? Faut d'abord savoir qu'est-ce qu'ils ont écrit. Donc là, je ne peux pas dire si c'est exactement comment on le souhaite. Deuxième question. Donc, vous avez considéré que les profs devraient un peu s'échanger et mon impression, c'est un peu que les profs eux-mêmes ne peuvent pas trop participer sur les choix de l'investissement et lorsque les écoles commandent les différents outils. Donc, est-ce qu'il y a des options? Vous connaissez des systèmes, comment les profs peuvent prendre l'influence sur leurs propres cours? Oui, c'est un peu difficile. Ça dépend de chaque Bundesland. Et il faut voir comment ça se développe. Il y a déjà quelques groupes où il y a des profs qui se sont unifiés pour travailler ensemble, où ils essayent de bricoler des systèmes de base avec lesquels ils peuvent travailler. Mais attends,
Leur nom ne me vient plus en tête là. Pardon, je me rappelle plus. Il y a un exemple. En ce moment, il y a encore En ce moment, ils peuvent encore l'utiliser de façon légale, vu qu'il n'y a pas encore les réglementations. Et c'est grâce à ça. Ah oui, il s'appelle FITE. Donc, le système s'appelle FITE. Effectivement, c'est plus facile de mettre tout sur le marché maintenant, vu que plus tard, il y aura les régulations. Alors, ils ont essayé de faire le développement en propre régie avec le contenu. Et donc, cherche FITE. Bonjour, je travaille et je fais des études dans ce domaine. Je veux bien prendre cette occasion pour donner un petit rapport. Quelle idée, la vision qu'on veut atteindre? Et effectivement, tu as raison. C'est difficile à écrire des réglementations comme ça. C'est difficile. Et donc, je ne suis pas sûr si j'ai bien compris tes soucis pour aider aux profs avec leur travail. Est-ce qu'il y a déjà des modèles open source et comment on peut l'utiliser pour l'évaluation des réponses des élèves, leur valorisation, leurs notes? Comment on peut l'utiliser pour ce travail, pour donner les facteurs d'éducation? Ne regarde pas tout en même temps, mais plutôt fait la comparaison entre les différentes données et les informations. Donc le prof, après avoir corrigé 10 000 copies, il est plus trop en tête. Et ma prof était devenir. Et c'est vrai qu'un système pourrait aider, mais je ne veux pas tu veux pas demander au modèle est-ce que c'est correct, mais c'est quelque chose qui va être ok, ça ce sont les bons critères. Est-ce que ça c'est bon ou pas? Est-ce que ce serait une bonne idée ou est-ce que j'ai pas bien compris ton point? En théorie, oui, c'est une bonne idée, ça pourrait aider, mais en pratique, les systèmes ne sont pas si loin que ça. Ça a avancé. On fait ça depuis 1 an dans une école. L'exception confirme la règle. Bon. Et maintenant, nous avons fini. Donc, gros applaudissements et merci d'avoir écouté notre traduction. Au revoir.